15 de France, les champions du monde en titre de l'Afrique du Sud qui continue l'aventure et qui va affronter l'Angleterre en demi-finale la semaine prochaine de la Coupe du Monde de rugby. L'élimination du 15 de France ici au Stade de France, 29-28. C'est dur, c'est dur. Les Français effondrés et nous avec le stade qui voûte le dos, le stade qui baisse un peu la tête, pas forcément les yeux, mais les Springboks honnêtement qui n'ont rien volé, les Français qui n'ont pas franchement perdu non plus, puisque le score vous le dit, il y a juste qu'un petit point, mais un petit point c'est énorme quand c'est un quart de finale décisif. Les Français s'inclinent 29-28. Le match a été de bon niveau, de très bon niveau, par certains côtés extrêmement spectaculaire. Il a été dur, il a été généreux. Tous les hommes sur ce terrain ont fait quand même, non pas ce qu'ils ont pu, mais sans doute un peu plus que ce qu'ils ont pu. À la sortie, c'est terrible que le 15 de France mette le genou à terre. Je ne vois pas pour l'instant les reproches que l'on pourrait faire, que l'on pourrait adresser à nos Bleus. Ils ont été vaillants, ils ont été entreprenants, ils ont été joueurs. Ils ont eu évidemment dans quelques reliefs du match quelques petites, même pas faiblesses, quelques fragilités, notamment dans le secteur aérien, notamment un peu dans la finition, peut-être un peu aussi dans la fluidité de notre construction. La seconde mi-temps a été plus d'à-coup que ce qu'elle a été de construction élaborée, mais enfin quand même il y a eu une grande volonté de part et d'autre. Le match a été superbe, il a été beau, il a été de haut niveau. Les Springboks sont les champions du monde, les Français sont ou les champions d'Europe, ou tout au moins les grands de ce concert international. Voilà, si ça s'achève là, ça fait mal au cœur, incontestable, ça fait mal au cœur, ça fait mal à la tête et ça peut-être fait mal un peu au futur. Et Daniel, l'équipe de France éliminée en quart de finale de la Coupe du Monde, comme en 2019, l'issue est la même, mais l'histoire n'est peut-être pas exactement la même, la façon non plus d'ailleurs. Ah oui, non, Alex, il n'y a pas de comparaison. En 2019, le 15 de France sort d'une période confuse, on joue à moitié bien, de temps en temps pas mal. On a une équipe qui est pas dans la grande unité, on n'a pas la maîtrise de notre rugby, j'allais dire des métastases touchent tous les secteurs du jeu, même le secteur des coachs. 2019 est une période relativement terne, relativement pas médiocre, mais elle n'est pas bonne pour le cœur du rugby français. Aujourd'hui, tout était beau, tout est beau dans le rugby, dans son jeu, dans les hommes, dans la qualité de la préparation. Il y a une fin brutale là. Évidemment, tout le monde savait aussi que le match, comme le match de hier, ces quatre équipes, c'est terrible, c'est les quatre meilleures équipes du monde, elles se sont entretuées en quart de finale, c'est diabolique. On sait qu'elles sont magnifiques. Hier ça a été un match magnifique, aujourd'hui ça a été un match magnifique. Les deux vaincus auraient pu être vainqueurs, personne n'aurait dit grand chose. Voilà, là c'était les champions du monde contre ces Français superbes. C'est dur quoi, c'est très dur pour le 15 de France, pour nos rugbymen de France, sur notre terre où nous attendions depuis 4 ans l'hypothèse d'aller probablement, vous allez peut-être cueillir la Coupe du Monde qui te consacre meilleure nation sur la planète ovale. Aujourd'hui ça nous échappe. Non, honnêtement c'est dur, mais franchement les Springboks ont fait un joli match. Ils ont fait un joli match. Je vois pas la moindre suspicion dans l'attitude, dans la dignité comportementale. Honnêtement, voilà. Daniel, quand tu vois le score, oui. Oui, vas-y Alex. Un point, une défaite d'un point, c'est difficile à accepter parce qu'il y a ce côté si proche. L'équipe de France, il y aurait une pénalité, le match aurait basculé et on serait passé en demi-finale. Comment on peut passer outre, je veux dire mentalement, d'une défaite d'un point? Elle est à la fois terrible, cruelle, mais en même temps, elle est dure à contester au regard du match. Oui, alors ce qui est certain, c'est que ça se joue à si peu. Effectivement, si à la 82e minute, l'arbitre sur la défense de Smith, il donne 50 mètres face au poteau, il donne une pénalité au 15 de France et que Thomas Ramos la met, on a gagné de 2 points et on a sorti, on dit ça, on s'en est sorti difficilement, mais quand même quel match, quel courage, quelle générosité. Là, on voit que l'événement devient terriblement pénible à encaisser, quoi. On perd en quart de finale, ça fait mal. Après, si tu analyses le match, si tu analyses le jeu, les hommes ont été
corrects, les hommes ont été bons. Sur le rugby, on n'a pas grand-chose à leur dire. Tu vois, sur l'intelligence stratégique, il y a évidemment 2 ou 3 points, mais enfin quand même, ça fait partie, j'allais dire, du plus haut niveau. L'événement, il est pour nous, la défaite en quart de finale, il est pour le 15 de France, pour le rugby français, une douleur incontestable, quelque chose qui sera assez difficile à digérer, tu vois, dans le retour vers la normalité du rugby. Mais sur le match lui-même, c'est-à-dire sur le rugby, non, on n'a pas grand-chose à leur dire, quoi. Merci Daniel, merci d'avoir été avec nous. On continue le débrief jusqu'à minuit. L'équipe de France éliminée de cette Coupe du Monde de rugby. On fait le débrief tout de suite, à tout de suite. Il pleut sur la terre de France. L'équipe de France est éliminée de cette Coupe du Monde, défaite par la plus petite des marges face à l'Afrique du Sud en quart de finale de cette Coupe du Monde, 28-29. Des essais de Cyril Bay, un doublé et un essai de Movaka côté bleu, contre des essais de Kirtley Arens, Damien Daliende, Cheslin Colby et Eben Etzebeth. On fait le débrief à Paris en studio avec Rémi Dos Santos, avec Julien Thomas au Stade de France, avec vous au 0826 300, ce qui domine maintenant, là tout de suite. Quentin Cabanis, je préfère commencer par toi. C'est la douleur. La tristesse, ouais. La tristesse et la déception, forcément. On y croyait, on s'était dit que c'était... Je t'entends pas très bien avec le Stade de France. Je vais baisser le Stade de France. Ouais, je disais forcément la douleur et la tristesse en premier après cette soirée. Finalement, on se dit qu'on est tellement près d'une demi-finale chez nous et finalement un point c'est raté. On peut forcément que être triste. On y croyait. Je pense que c'était peut-être notre année. Et voilà, ça fait mal aujourd'hui. Ça fait mal, c'est la douleur qui domine, Rémi Dos Santos? Ah oui, là il n'y a pas d'autre mot que douleur. On a passé un dernier quart d'heure affreux avec Quentin. Il n'y avait plus un bruit en studio depuis un quart d'heure, il n'y avait personne qui parle. Oui, parce qu'on l'a senti venir en fait, cette défaite. C'est ça, il y a ce côté un peu inéluctable, alors sans dire qu'on l'avait prévu. Il y avait vraiment ce côté inéluctable en deuxième période, au fur et à mesure du temps qui passe. Tu ne confirmes pas tes temps forts par des points et derrière tu vois que le banc sud-africain apporte beaucoup plus et tu les vois revenir dans le match petit à petit. Malgré tout, tu meurs à un point, quoi. Et donc, tu te perds tout seul, ce match. Voilà, ce que je veux dire, entre le Jalibert qu'on renvoie au 22 directement. On aura le temps d'en discuter. On va faire ce débrief en plusieurs parties. Quentin, d'abord la prestation globale de l'équipe de France. Ensuite, on parlera des moments forts, des enseignements, des joueurs qui se sont illustrés ou non. Et puis on se projettera sur la suite pour l'équipe de France, sur l'avenir de ce projet Galtier et aussi sur la suite de l'Afrique du Sud. Est-ce un boulevard pour le titre mondial? On se posera la question pour les Sud-Africains. Mais d'abord, un tour de table. Est-ce que Julien Thomas est avec nous au Stade de France? Julien. On est là, monsieur Alexandre Priam. Nous y sommes avec Philippe Spanghero. Ça fait plaisir de vous avoir tous les deux. Voilà, on est tous les deux pour l'après-match. On va faire un tour de table avec vous deux, avec Rémi, avec Quentin. Un seul mot pour qualifier le match de l'équipe de France. Je précise bien, pas la rencontre globale, le match de l'équipe de France. Un seul mot. Philippe Spanghero. Propre. C'est le match des Bleus propre. Ouais, on en parlera. Cruel. Propre donc. Julien Thomas. Ça fait 2 mots, mais c'est pas inefficace, mais manque d'efficacité. Inefficace. Ouais, mais d'efficacité. Ouais, mais c'est. Je vois l'idée. Quentin Cabanis. C'est courant, mais c'est manque d'efficacité. Défaillance dans les moments clés, mais c'est trop long, mais voilà. Si tu mets pas d'espace, voilà. Rémi Dos Santos. Naïve. Alors je viens vers toi tout de suite. Naïve, pourquoi naïve? J'ai l'impression qu'on est rentré dans le jeu sud-africain en deuxième période. On a joué comme on sait le faire en première période. On a été assez intéressant offensivement. Eux nous ont répondu sur nos faiblesses défensives, notamment les ballons hauts. Mais globalement, c'était cohérent. Et en deuxième période, j'ai l'impression qu'on a complètement, on est rentré dans le jeu des Sud-Africains. On a perdu la bataille des rucks, etc. La conquête. Et ouais, on est vraiment rentré dans un match qu'ils aiment, en tout cas de mon point de vue. Et du coup, on a marqué que 6 points en deuxième période et c'était pas suffisant.
Ouais, on rappelle, on tourne à la pause avec un 22-19, on finit par un 28-29. Tu parlais de propre. En quoi c'est un match propre de l'équipe de France, Philippe Spanghero? Je trouve qu'on a globalement su répondre à ce que nous ont opposé les Sud-Africains. Je trouve qu'il n'y a pas de grande défaillance chez nos Bleus. On mêlée quand même. On mêlée fermée en seconde période. On fait 0 sur 4. En seconde période, on fait 0 sur 4 et on marque trop peu et on est incapable de marquer dans nos temps forts. Mais bon, honnêtement, c'est dur là, à chaud. Je suis triste. Je suis triste pour le rugby français, triste pour ses joueurs, triste pour la fin de l'histoire. Honnêtement, c'est difficile, mais il faut quand même rendre hommage à cette équipe sud-africaine, quoi. Parce qu'on s'est posé la question cette semaine du génie, du bluff, de coups d'épée dans l'eau. Bon, ben la réponse là, c'était un coup de génie. Le coaching, quand je vois le coaching aussitôt dans le match, je me dis mais qu'est-ce qu'ils font aussitôt à coacher comme ça? Le coaching est excellent, la stratégie tactique, la volonté de produire du jeu. Philippe, on parlera, est-ce que Fabien Galtier est tombé sur plus fort en termes de coaching face à lui, Rassi Erasmus? Il parlait d'un jeu d'échecs qu'il avait hâte de jouer. Fabien Galtier s'est-il fait battre dans ce jeu d'échecs? Est-ce que l'histoire c'est aussi passé sur la façon de gérer l'effectif? On se posera la question évidemment dans les enseignements. Julien, inefficace, ça rejoint un peu ce que disait Quentin sur les problèmes des temps faibles et des temps forts dans ce match. Ça oui, inévitablement oui. On a vu les Français rentrer dans les 22 mètres et faire des temps de jeu, soit reculer défensivement parce qu'il y avait une grosse pression sud-africaine, ou soit se faire gratter les ballons. Je pense qu'on a manqué d'efficacité justement dans ces zones de marque, on a manqué d'efficacité dans des temps forts qui a été primordiaux, parce que tu n'en as pas 150 quand tu joues des matchs de haut niveau comme ça en quart de finale, et il faut les concrétiser avec des points, chose qu'on n'a pas fait. Et à l'inverse, il y avait quand même des Sud-Africains qui eux, quand Philippe, je ne suis pas trop d'accord sur le début de seconde période, et quand Faf de Clerc et Pollard sont sur le terrain, pour moi, je me suis dit, cette charnière va rentrer, est en train de jouer à l'envers. On a vu Faf de Clerc pas trouver ses avants, on a vu en difficulté. Oui, mais on ne fait pas payer ça. Et ils se sont mis. Tu vois, Julien. Oui, mais c'est là le manque d'efficacité. C'est que quand eux, ils n'étaient pas bien et qu'ils étaient dans le temps faible, quand ils étaient dans la tempête, on n'a pas su, nous, mettre les points, on n'a pas su concrétiser, par exemple, nos actions ou les mettre un peu la tête sous l'eau. Et en revanche, dès que nous, on l'a été, dans nos 22, qu'on a été acculés pendant 15 minutes à une période de la seconde période, et bien là, eux, par contre, ils ont mis les points, ils ont été plus réalistes sur ce secteur-là. Après, je rebondis, on revient aussi à ce qu'on disait en avant-match. Il y a le poids de l'expérience qui joue énormément dans ce match, dans cette gestion de fin de match. On l'a vu. Alors après, on peut tout expliquer. Mais malgré tout, on l'a dit en avant-match, une grande partie de cette équipe Springboks aujourd'hui avait connu cette Coupe du Monde et ce titre 2019. Et voilà, ce poids de l'expérience, il a payé dans cette gestion de fin de match au cordeau, à couteau tiré. Et c'est vrai que ce qui nous pénalise tout le match, c'est cette prise du score très vite, et puis après on passe le match à courir derrière le score. Enfin, on revient à la mi-temps, juste avant la mi-temps au score, mais après en deuxième période on perd le fil du match avec ce coaching et cette défaillance en conquête. Et on va parler justement des moments forts et des enseignements dans un instant, mais d'abord on est dans la réaction. Voilà, si vous nous rejoignez sur Sud Radio, j'imagine que vous êtes au courant. L'équipe de France vient de perdre en quart de finale de la Coupe du Monde, éliminée de sa propre Coupe du Monde 28-29 par l'Afrique du Sud, du côté du Stade de France. On va au 0826 300 rejoindre Sylvie. Bonsoir Sylvie. Oui, bonsoir. Vous êtes du côté de Montauban dans le Tarn-et-Garonne. Merci de nous écouter sur Sud Radio, Sylvie. Oui. Qu'est-ce qui domine ce soir? C'est la tristesse chez vous aussi, Sylvie? Dommage. Il y avait la place. Dommage. Voilà. C'est ce que je peux vous dire. Vraiment dommage.
Allô? Non, mais on est un peu bouche bée. On est un petit peu bouche bée. On n'arrive plus à trouver les mots. On se regarde un petit peu tous dans le blanc des yeux. On se demande ce qui s'est passé et on est un peu atterré parce que. Ouais, mais il y avait parce qu'on s'y attendait pas sur le terrain. Mais non, on s'y attendait pas, mais il y avait 2 belles équipes sur le terrain quand même. Voilà. Dommage. Nos bleus, nos bleus, eh ben, on est toujours derrière eux. On va les encourager pour continuer, pour recommencer. Et puis on sera toujours avec eux. Oui, non mais c'est important de le dire, c'est vrai, vous avez raison Sylvie. Oui. Il me semble que vous gérez des clubs de rugby voilà, dans le Tarn-et-Garonne. Vous savez ce que c'est la défaite. Exactement. C'est pour ça qu'il faut... C'est vrai qu'on ne s'y attendait pas, on les voyait... Moi la première, la maison elle est bleu, blanc, rouge, il y a des drapeaux partout, mais bon c'est comme ça. C'est comme ça, il faut quand même... dire que l'Afrique du Sud c'est une belle équipe aussi, donc voilà, c'était peut-être une finale avant l'heure. Mais bon, on n'a pas démérité, il y a eu de très bons joueurs, de très bonnes... Enfin, il y a eu plein de choses, donc c'est un peu compliqué là. Non, mais c'est très dur. Non, mais c'est très dur, Sylvie. Hein, je comprends tout à fait. On va ouvrir bientôt le débat là sur Sud Radio, sur nos enseignements, surtout sur les moments forts. À quel moment, Sylvie, chez vous, dans votre maison bleu, blanc, rouge, donc, vous vous êtes dit là, le match est en train de basculer et pas de la meilleure manière pour l'équipe de France. À quel moment vous vous êtes dit ça pue? Non, parce qu'on y croit, ils nous ont tellement habitués depuis tant de temps. Non, mais il y a bien eu un moment dans le match où vous vous êtes dit, Sylvie, ça va pas, là, il y a quelque chose qui va pas. Non, on y croyait tout le temps, on y a toujours cru. Rappelez-vous l'essai d'Entamac à la dernière minute, qui nous remonte les 80 mètres et qui va marquer un essai finale de top 14. Dans l'ambus. Ben oui, mais non, c'était pas du top 14, il était en équipe de France, rappelez-vous ce qu'il nous avait fait. Oui, lors du tournoi Destination. Oui, non, mais bien sûr, j'entends. Oui. Non, mais voilà, ils nous ont tellement habitués et puis à relever des défis que bon, on pensait que cette fois-ci, ça allait faire pareil. Mais bon, c'est quand même la meilleure, c'est les champions du monde que nous avions en face et bien, on va se dire qu'il y a encore un petit peu de travail. Mais on ne sera justement, c'est là qu'il faut les soutenir, c'est là qu'il faut toujours être derrière eux et il faut être là. Il faut être toujours bleu, blanc, rouge, derrière les bleus. Derrière les bleus toujours. Et effectivement, merci beaucoup Sylvie. Toujours. Et bon toujours. J'espère que voilà ça ira du côté on va tous passer des jours suivants qui vont pas être drôles. Hein. Mais bon, on va s'en relever. L'équipe de France est au début de son histoire voilà, c'est ainsi. Ouais. Merci beaucoup Sylvie et bonne soirée, bonne soirée du côté de Montauban dans le Tarn-et-Garonne. C'est vrai qu'on a du mal à trouver les mots. Julien Thomas, Philippe Spanghero, merci d'avoir été avec nous. On va parler des moments forts, des moments charnières de cette rencontre. Julien, à quel moment on s'est dit que ça allait pas le faire ce match? Je me suis posé la question au moment où Pollard me met cette pénalité à 52 mètres lointaine là face au poteau. On a eu un enchaînement un peu de temps faible et il y a cette pénalité qui prend. Et j'ai dit, ben voilà, le scénario qu'on disait, qu'on présumait, qui était écrit, se réalisait. L'entrée en seconde période de Pollard qui était sur le banc, Faf de Clerc aussi pour la maîtrise et la fin bien sûr de cette seconde période, et lui l'artilleur efficace, mais il a été à 52 mètres et c'est là où je me suis dit ça peut basculer, ça va basculer. Maintenant bon, on est resté dans le match, mais après ça on a pris quand même un sacré temps faible dans le museau quand même. Hein. Quand on voit après, bon, Jalibert qui me tape une rosette, quand je vois... Et ce qu'on ne dit pas aussi, c'est que quand même en première mi-temps, Ramos me tape une transfo contrée par Colby. Tu fous 2 points de plus, c'est plus la même. Il joue avec un jaune quand même, les Sudaf. Donc il joue à 14 pendant 10 minutes dans un quart de finale et il gagne à la fin. Donc quand même il y a des choses qui te foutent un peu les boules parce que c'est à ce moment-là que les Français auraient pu peut-être accélérer ou enfoncer le clou ou essayer de trouver des meilleures solutions que ce qu'ils ont fait. Ouais, Philippe, à quel moment le match bascule? À quel moment tu te dis assis en tribune au Stade de France, ça va pas le faire?
J'ai plus le moment exact du match, mais c'est consécutif à un gros temps fort en deuxième période. Après déjà un ou deux temps forts dans le camp box où on n'arrive pas à marquer. Et là je me dis ça va être compliqué. Je voyais qu'on commençait à être en difficulté en conquête et malgré tout on ne trouvait pas d'avancée sur nos portées de ballon, quoi. On enchaînait, on multipliait les temps de jeu, mais on était toujours en difficulté. On commençait à être vraiment en souffrance sur les rucks. Et là je me suis dit bon, on attendait bien sûr le coup de génie parce qu'on a toujours envie d'y croire, mais raisonnablement on sentait qu'on avait perdu l'ascendant de ce match. Et je le répète, on est quand même tombé, alors ça suffira pas à nous faire à nous rendre moins tristes, mais on est tombé sur une très grande équipe ce soir parce que on a quand même. Mais restons sur les moments clés quand même de ce match. Les moments clés, juste pour terminer, pour moi il y en a un premier où je vous ai envoyé un WhatsApp parce que des tribunes on voyait moins bien. On fait quand même une énorme entame. On marque à la 4e et après il y a ce fait de jeu où on doit marquer et faire déjà un break. Et là, mettre un coup sur la tête des Sud-Africains en moins de 10 minutes avec cette interception manquée de Edzebet. Alors honnêtement, je vais essayer de ne pas être très chauvin parce que je pense que on mériterait de passer un petit moment sur l'arbitrage. Et dans les moments clés du match, pour moi, il y a 2 ou 3 erreurs d'arbitrage sur lesquelles on peut revenir. On a Vincent au 0826 300 300, Vincent de Perpignan, arbitre amateur aussi, qui justement voulait réagir à propos de l'arbitrage. Vincent, bonsoir. Bonsoir Vincent. Ouais, salut à tous. Voilà, en fait moi je voulais réagir parce que ce qui me dérange le plus dans tout ça, c'est tu vois, moi je suis arbitre et je me dis à quel moment le rugby il est sorti grandi ce soir. C'est à quel moment je me suis dit l'équipe qui a voulu jouer, c'est l'équipe qui a gagné. Et à quel moment tu vois, tu te dis sur un match comme ça, les Bleus, franchement, et sans être chauvin, franchement, c'est quoi, moi l'équipe de France, je les regarde un peu en diagonale, mais je veux dire, quand moi je regarde un match comme ça, je me dis, les Bleus ils ont essayé. Et tu vois, tu parlais juste avant là, de l'interception d'Edzebet. C'est pas une question de, c'est même pas une question de comment dire, si c'est litigieux, pas litigieux. Le mec il a un mètre de ligne, il fait une interception, il récupère pas le ballon, il y a un avant, même si c'est en avant, pas en avant, on sait pas trop. Et c'est tellement flagrant. C'est une action d'anti-jeu. C'est tellement flagrant. C'est une action d'anti-jeu. En fait, si tu veux, je pense qu'en fait il faut se poser la question de savoir est-ce que le rugby sort grandi de ce match-là par rapport à l'arbitrage. Et moi la réponse elle est claire, elle est non. Parce que si tu mets le jaune au début, et jaune c'est pénalité, bon peu importe, mais franchement sur une action comme ça, moi je me dis, s'il met jaune et il aussi met pénalité, franchement il n'y a rien à dire. Et au final tu te retrouves dans une situation où c'est litigieux, en fait il y a une addition de... Et peut-être qu'il a raison sur ne pas avoir sifflé, tout ce qu'il n'a pas sifflé, peut-être qu'il a raison. Mais en fait tu te dis, en fait quand tu te réfléchis pour le rugby, mais en fait c'est un match de merde, parce que tout le monde se dit, tout le monde sort frustré, tout le monde sort de ce match-là en se disant mais c'est la faute de l'arbitre, c'est la faute de qui, on n'a pas de cul. Ouais, pardon. Non voilà, et du coup les Sud-Africains ils sont pas frustrés ce soir. Hein. Mais que si les Sud, non mais ils sont pas frustrés, mais bon franchement ils sont pas frustrés, encore eux ils sont pas frustrés, ils n'ont rien sifflé contre eux. Mais ce que je veux dire, tu vois, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, ils n'ont rien fait les Sud. Franchement, à part des molles et des mêlées, qu'est-ce qu'ils ont fait dans le match? Ils te pourraient tous les rucks. Voilà, ils ont fait que ça. Et comme tu disais juste avant, la pénalité à 50 mètres de Pollard, c'est tu peux me baigner. Et toi, quand tu as voulu attaquer, ben, en fait, il va me dire qu'il n'y a pas eu un mec en jeu du match. Il n'y a pas eu un mec qui est pas sorti de la zone du match. Ils ont fait que ça tout le match. Et moi, ce qui me gâchera, en fait, en tant qu'arbitre, vraiment, et au plus profond de moi, c'est de me dire, ben, cet arbitre-là, il n'a pas amené. Il n'a pas fait grandir le rugby dans cet après-midi. Et ça me dégoûte vraiment, tu vois, de l'arbitrage et voilà, et du jeu. Parce que moi, ce que je fais tous les week-ends, j'essaie de dire aux gens, jouer, et moi, je vais vous accompagner. Ben là, tu te dis jouer, et le mec en face, il pourrit le match. Ah ben, c'est pas grave, on va les laisser faire, il n'y a pas de souci. Et voilà, mais ça te dégoûte, je te jure, ça me dégoûte. Est-ce qu'on évacue le sujet tout de suite? Est-ce qu'on a été mal arbitré ce soir? Évacuons le sujet immédiatement. C'est pas le rugby qui sort pas grandi, pour moi c'est l'arbitrage qui sort pas grandi peut-être alors. Non, oui, j'ai trouvé quand même comparé à l'habitude les Sud-Africains quand même. Non mais j'ai pas trouvé les Sud-Africains dans la négation du jeu moi ce soir. Contrairement à ce qu'on a pu dire des Anglais sur ce début de mondial, sur cette volonté de rien produire, de verrouiller le jeu. Et au contraire, les Sud-Africains nous ont posé des problèmes sur les ballons de turnover. Ils ont été ultra efficaces. Non, je crois que l'arbitrage.
mais l'arbitrage sort. Mais est-ce que c'est à cause de l'arbitrage qu'on perd ce match? Je suis pas sûr, moi. Je veux dire, c'est pas l'arbitrage qui fait prendre de chandelle, mais parce que ça a été analysé que ton trio arrière était pas bon dans les airs, donc ils ont tenté, ça a réussi. Et puis turnover, coup de pied rasant, et c'est pas l'arbitrage qui fait que beaucoup trop. On voit une pénalité directement aux touches dans notre camp. On serait beaucoup trop chauvin. Que Ramos envoie un renvoi au 22 directement aux touches. Du coup, on se retrouve avec une mêlée sur nos 22 mètres face au poteau. Tout ça, c'est pas l'arbitrage, c'est nous qui aussi. Je pense que, tu vois, Alex, je pense que c'est deux choses différentes. Je pense qu'on a le droit aujourd'hui, tu vois, de dire que les Bleus ont fait des conneries. Ils en ont fait, tu vois, la transformation de Ramos qui est contrée, le coup de pied d'évité de Jalibert, le coup de pied directement en touche de Ramos. Non, mais il y a eu plein de conneries. Moi, c'est pas ça, en fait, que je me pose de question. Et même si les Sudaf avaient gagné à la normale, il y aurait eu aucun problème. Moi, ce qui me dégoûte sur ça, tu vois, tu disais, c'est pas le rugby qui en sort pas grandi, c'est l'arbitrage qui en sort pas grandi. Mais l'arbitrage fait partie du rugby. Donc, au bout d'un moment, c'est quel rugby on veut? Est-ce qu'on veut un rugby de mêlée, de molle et de merde, ou est-ce qu'on veut un rugby d'envolée et de vitesse? Moi, c'est ça la question que je me pose. Et j'ai l'impression que les Bleus ont bossé pendant 4 ans sur un jeu, un rugby total, en envoyant du jeu, tu vois. Et là, les Sudaf, ils jouent comme ça, ils savent qu'ils vont jouer comme ça, ils savent qu'ils vont être arbitrés ainsi, ils savent qu'ils vont proposer. Mais oui, mais le truc, c'est que les Sud-Africains ont établi un plan et il s'est déroulé quasiment comme prévu parce qu'ils ont la connaissance, l'expérience de ce haut niveau, ils savent gagner un titre. C'est la différence entre une nation comme la France et l'Afrique du Sud. Ah, mais ça, je suis d'accord avec toi, mais c'est parce que l'arbitrage leur permet de faire ça et qu'ils ont les joueurs pour le faire. Mais à quel moment un mec qui sort pas de la zone, on le prend pas? À quel moment? Tu vois, je sais pas, moi, je trouve que c'est trop facile en fait, tu vois, de dire ils ont les joueurs comme ça, c'est leur plan. Non, mais si c'est leur plan et leur plan il est parti de fautes, ben on les prend les fautes, tu vois. Et moi c'est ça qui me fatigue, c'est que je me dis, mais à un moment donné, t'as pas vu que Titchoff, il tape dans le ballon quand tu prends le ballon dans les mains sur une sortie de passe à 15 mètres face au poteau. L'autre il siffle en avant. Et Laurent Cardona me dit à ce moment-là par message, c'est un en avant volontaire. Ben voilà, mais je pense que tout le monde. Donc c'est jaune. Non mais bon, et c'est ça Fonil. Et l'autre il siffle en avant. Mais c'est le plus grand. Non mais c'est le premier tournant du match majeur. Parce que tu dois tourner à 14-0, tu prends un essai de Colby dans la minute. En deuxième mi-temps. Ah, celui de deuxième mi-temps. Vincent, qui est arbitre, c'est en avant de Tsebet. Est-ce que même il n'y a pas essai de pénalité? Bon, ouais, bien sûr que si. Il n'y a pas en avant, les gars. Il n'y a pas en avant. Voilà, il n'y a pas en avant. Il n'y a pas question. Voilà, s'il n'y a pas en avant, il n'y a pas de problème, tu vois, voilà, je te dis, la frustration, mais tu vois, c'est une addition de petites choses, tu vois, je te parle de Titchoff, là, par exemple, sur le ruck, en deuxième mi-temps, Dupont, il sort le ballon, l'autre, il tape dans le ballon, et à quel moment il y a en avant? Je veux dire, c'est soit c'est pénalité pour la France, soit c'est en avant de Dupont parce qu'il lui tape dans le bras. Voilà, en gros, il n'y a pas 50 solutions, et s'il tape dans le ballon, c'est pénalité parce que c'est dans le petit jeu. Voilà, mais si c'est dans le petit jeu, c'est jaune et c'est pénalité, l'autre, il peut quoi, mêler pour la France? Non, mais, t'hallucines, quoi, je veux dire, il y a, voilà, et des décisions comme ça, le mec sort pas de la zone, un petit truc, parce qu'il n'a pas le courage de siffler pénalité, mais du coup il met mêlée, et mêlée sur mêlée, on a fait que ça tout le match, et du coup on se fait chier. Voilà, c'est ça le résultat de ce match. Et surtout qu'on a été et c'est là qu'on perd le match. C'est là qu'on perd le match, parce que c'est sur la succession de mêlées et la difficulté qu'on a eu en conquête, en partie qu'on perd le combat psychologique à ce moment-là. Évidemment. On accueille William au 0826 300 300. Reste avec nous, Vincent. William, bonsoir. Ouais, bonsoir à tous. Évacuons, et après on n'en parlera plus de l'arbitrage, s'il vous plaît. Est-ce qu'on a été mal arbitré ce soir, William? Mal arbitré, non, je pense surtout qu'il a laissé faire beaucoup de choses un peu des deux côtés. Il y avait deux équipes qui voulaient combattre, qui voulaient mettre beaucoup d'intensité. Et là c'est compliqué parce que soit on part dans l'idée de tout siffler, on n'a pas de match du tout. Ou soit on sait qu'il y aura des fautes qui seront pas prises. Il y en a eu des deux côtés. Là on parlait de l'en avant volontaire sur Dupont. Oui, celle-ci on peut vraiment en discuter en revanche. Mais il y a quand même aussi un ballon porté sud-africain écroulé en fin de match aussi qui n'est pas pénalisé. Mais non, je pense que ce serait vraiment partir sur une voie un peu compliquée, plutôt essayant de voir comment battre ces équipes qui nous ont battu quand même l'Afrique du Sud 8 fois sur 9 confrontations. C'est peut-être plutôt là qu'on devrait passer un maximum de temps.
Oui, alors c'était plutôt sur l'analyse de la défaite. On était sur les moments clés du match. Donc toi, Vincent de Perpignan, tu as analysé 2-3 moments clés, notamment autour de l'arbitrage. On n'a pas entendu Rémi Dos Santos. Rémi, je viens vers toi sur ça. Quels sont les moments, à quel moment dans le match tu as identifié qu'on était passé à côté de quelque chose? Je suggère tu me dis oui ou non, il n'y a aucun problème avec ça là-dessus. Le moment où on est à 15 contre 14, on ne marque pas un point. À 15 contre 14 en début de seconde période. Alors oui, c'est déjà un premier truc. Moi, de toute façon, je mets pas à la poubelle complètement, mais cette deuxième période, pour moi, elle me pose problème dans ce qu'on a proposé. Donc oui, il y a cette supériorité numérique où on ne marque pas de points, ou 3 peut-être, mais je suis même pas sûr. Je crois qu'Etzebes est déjà de retour avant qu'on marque. En fait, il y a la faute, il y a le carton jaune et on met les 3 points sur le carton jaune, mais on peut pas dire qu'on a joué juste avant la mi-temps. On peut pas dire que on peut pas parler de période de jeu, on a marqué des points, on n'en a pas marqué pour le coup sur la situation en supériorité numérique. Donc oui, il y a ça, il y a ce début de deuxième mi-temps, mais moi je reviens sur ce que nous disait un des auditeurs, c'est cette mêlée là sur Kitchov qui se jette sur Dupont et qui provoque cette mêlée, cette en avant. Oui, c'est soit il y a mêlée pour les Sudaf, soit il y a pénalité pour nous, parce que Kitchov, à mon sens, il est complètement à la faute sur cette action. Et là, tu sens que les décisions, elles commencent à être un peu plus compliquées, un peu moins dans notre sens. Alors, je parle pas de scandale de l'arbitrage ou quoi, mais tu sens que déjà ça tourne un petit peu dans les décisions arbitrales. Et là, tu sens que il se passe quelque chose. Et dans la foulée, il y a l'essai d'Etzebes, il passe devant, et là, tu serres les fesses pendant un quart d'heure, quoi. Et alors, voilà, la partie arbitrale, on l'a évacuée. Est-ce que le problème est essentiellement arbitral ce soir, Philippe Spanghero? Non, pas du tout. Ou il y a d'autres soucis dans le jeu de l'équipe de France? Non, mais il faut être capable de faire l'analyse globale. Il y a des sujets d'arbitrage qui posent question, et quand un match se joue à 1 point, on peut se permettre d'en parler. Maintenant, bien sûr, tout à fait. Une fois qu'on a dit ça, voilà, ça explique pas cette défaite des Bleus. On en a déjà parlé un peu avant. On a perdu le combat tactique, stratégique dans ce match. Voilà, je l'ai dit tout à l'heure, on s'est posé la question cette semaine. C'était du génie de la part d'Erasmus, la façon dont il a appréhendé ce match, cette utilisation du jeu au pied qui a quand même été parfaite, le coaching au moment où il le fait. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire. Ce que nous ont imposé les box nous a fait déjouer, et on a perdu ce combat. Voilà, donc c'est difficile comme constat, mais malheureusement et c'est terrible parce que on est triste, mais on a dit toute la semaine que ça allait se jouer à rien et que c'était une possible et ça c'est joué à rien, et qu'on jouait très gros. Donc voilà, on a joué très gros, on a perdu encore une fois contre une très grande équipe. Dans un instant, on va aller du côté de Toulouse avec Christine Bouillot. Julien Thomas, tu voulais intervenir? Je voulais intervenir, non, mais je rejoins Philippe déjà, parce que je pense qu'il y a eu quand même un match assez ouvert par rapport à ce que je m'attendais. Mais c'est surtout des fautes françaises, pas de discipline, hein, mais de jeu, de fait de jeu, de comportement qui m'ont surpris. Par exemple, déjà on s'est fait prendre dans les rucks. Ça c'est un sujet aussi qu'au sol, quand on rentrait dans leur 22, on s'est fait cabosser et d'ailleurs gratter des ballons. La mêlée a été défaillante. Mais le troisième lieu, pour moi, c'est quand je vois qu'à sa mètre de la ligne, les Sudaf jouent à la main, quand ils marquent Etzebes, ils font un temps de jeu. C'est Etzebes un peu plus large qui prend le ballon et qui avait visé, parce que ça c'est programmé, hein, qui avait visé Jalibert, terminé, emporté dans l'embut. Comment défensivement, lui en avant, soit là-bas, et que nous on est en face de notre numéro 10, les Ficou à l'intérieur. Il y a eu des soucis défensifs aujourd'hui. Il y a eu de vrais problèmes dans le jeu de l'équipe de France. On prend la direction de Toulouse. Baissons juste un tout petit peu les téléphones parce qu'on n'arrive plus à s'entendre là. Quentin, s'il te plaît. On prend la direction de Toulouse avec Christine Bouillot. Christine, tristesse, pleurs dans la ville rose, amoureuse de rugby. Beaucoup de tristesse forcément ce soir après l'élimination de l'équipe de France. Ah oui. Là, le choc des supporters et des supportrices en larmes, on en a vu quelques-uns après le coup de sifflet final, parce que effectivement échouer d'un point, c'est pour beaucoup, c'était absolument le scénario du pire, en tous les cas le scénario que personne ne pouvait imaginer.
parce que certains m'ont dit on aurait préféré perdre de 15 points et l'affaire était entendue et on n'est pas déçus, c'est notre Coupe du Monde et c'était vraiment une immense déception de la part des supporters et d'autant plus que ils ont eu le sentiment que l'équipe de France n'a jamais eu vraiment son destin en main dans cette partie, avec vous l'avez dit, hein, des fautes, des imprécisions, peut-être des joueurs qui étaient pas au mieux. Certains m'ont parlé d'Antoine Dupont, qui l'ont trouvé bon, mais peut-être qui n'a pas été remplacé. Qui n'a pas été remplacé, mais disons que on n'a pas senti cette vista qui aurait pu faire basculer le match du bon côté de la pièce. Hein. C'est un point. C'est vrai que c'est le scénario le plus cruel qui soit, déjà pour les joueurs, j'imagine, et pour les supporters aussi. Alors alors l'image, elle est simple. Hein. Je vais vous décrire hein, cette ville qui était festive, joyeuse, tout le monde était prêt à s'enflammer. Et là, Toulouse se vide tranquillement, calmement. Il n'y a pas un bruit et chacun rentre chez soi. Voilà, c'est à la hauteur de la déception, mais il faut d'abord penser aux joueurs. C'est compliqué certainement de se dire qu'est-ce qu'il a pu manquer, quelle est la séquence. On parle de l'arbitrage peut-être, on parle de fautes individuelles. Voilà, c'est la somme de petits détails qui fait qu'au bout du compte, vous échouez à un point. Voilà, c'est ce petit point qui va faire, à mon avis, beaucoup parler et qui va rester longtemps dans les têtes des joueurs. On m'a dit oui, mais il n'y avait pas Ntama qu'il aurait pu. Voilà, tout le monde essaie de trouver une histoire, en tous les cas une raison à cette défaite. Pour apaiser les cœurs. Pour tuer un peu la douleur. En revanche, ce qui est certain, c'est que beaucoup m'ont dit, pour moi, la Coupe du Monde, c'est fini, ça ne m'intéresse plus. Donc ça, c'est un autre sujet. Mais c'est vrai que la Coupe du Monde à la maison... à chaud. À chaud, c'est souvent comme ça. À chaud, c'est comme ça. Pour beaucoup de supporters qui s'enflamment pour ça, c'est aussi une réalité. Il faut être honnête. Bien sûr. Voilà. Donc c'est vrai que c'est quand même le coup du sort et comme quelqu'un de vous disait, Ramos met sa pénalité en première mi-temps et l'affaire est plus la même. C'est-à-dire que la pièce, elle tombe du bon côté ce soir. Voilà, c'est comme ça. Merci beaucoup Christine et voilà le regard d'une ancienne joueuse de handball professionnelle internationale, journaliste Sud Radio du côté de Toulouse est précieux parce qu'on comprend aussi que ça se joue à peu de choses. On a besoin de le dire parce que ce point-là, il se joue à très peu de choses. Est-ce que ce match, merci beaucoup Christine du côté de Toulouse, est-ce que ce match aujourd'hui, il bascule aussi sur le coaching? Sur la façon dont le staff de l'équipe de France d'un côté, le staff de Rassi Erasmus de l'autre, ont géré les choses, ont géré les entrants, ont géré la composition. Est-ce qu'aujourd'hui, la défaite, elle est aussi pour Fabien Galtier? Les joueurs jouent, les coachent, c'est aussi simple que ça, mais est-ce qu'aujourd'hui, une équipe était mieux coachée que l'autre? Philippe Spanghero. Ce serait cruel de remettre ça sur les épaules de Fabien Galtier. C'est pas seulement, mais ça peut être une part de l'analyse. Honnêtement, de toute façon, est-ce que on a perdu le match au moment du coaching? Pour moi, la réponse est oui. Est-ce que les Sud-Africains ont mieux coaché que nous? La réponse est oui. Mais c'est à la fois le moment, c'est à la fois les joueurs. Et ça, c'est sur les épaules du staff. À quel moment ils font rentrer quel joueur? Mais après, il y a l'activité du joueur sur le terrain. Voilà, aujourd'hui, ce soir, cette défaillance en conquête en fin de match et notamment en mêlée fermée, elle n'est pas imputable à Fabien Galtier. De toute façon, il était obligé de coacher. Baye était au bout, Antonio aussi. Voilà, donc après, peut-être que la vraie question à se poser, c'est est-ce que notre banc n'est pas simplement moins fort que celui des Sudaf? Et moi, j'ai une petite idée de la réponse, c'est que notre banc est moins fort que celui des Sudaf. Il est moins fort. Je sais pas. Et après, on va voir nos auditeurs. C'est la stratégie. C'est la stratégie qui est plus forte côté Sudaf. Ça fait une semaine qu'on dit Faf de Clerc, Pollard,
il va y avoir ce scénario et qu'est-ce qui s'est passé? Le scénario dont on parlait. C'est là les fameux game changers. C'est les Sudaf qui les ont eus. Exactement. La rentrée de Fourie. Parce qu'ils sont rentrés dans une période en plus où ils étaient dans un temps fort et qui a amené plus de la fraîcheur. Contribué le temps fort. Et qui a amené en plus de la fraîcheur dans un temps fort. C'est eux qui ont amené le temps fort. Et ça a contribué en plus de le fortifier, de le durer ce temps fort. Et c'est là où on a un peu craqué. Par contre, moi, sur le niveau du coaching ou autre, c'est le génie que peut être leur manager d'avoir essayé, parce que ça c'est pas de maintenant là qu'ils ont ce coaching et qu'ils ont testé ça aujourd'hui. Non. Ça fait des matchs et des matchs qui nous sortent des 7-1, qu'ils ont testé certaines compositions. Qu'ils jouent avec Fabien Galtier. Et qui ont testé des choses et qu'aujourd'hui ont mis ça en place parce que contre la France, il fallait mettre ce système et cette équipe comme ça face à nous. Vincent, notre auditeur de Perpignan, avant d'aller poser la même question à William, est-ce que ce soir, l'équipe de France perd aussi, dans cette bataille du coaching, perd aussi des points pour aller chercher ce succès? Est-ce qu'on a été battu dans ceux qui prennent les décisions? Mais en fait, je pense que c'est... Alors battu par ceux qui prennent les décisions, je pense pas, parce que je pense qu'au final... Galtier fait rentrer les gars plus ou moins dans les mêmes timings. Enfin, moi je suis pas choqué par le coaching. Moi en fait c'est le niveau des joueurs. C'est les mecs qui rentrent sont pas au niveau de ceux qui sortent. Mais ça c'est nouveau ça. C'est nouveau quand il te manque. C'est nouveau. On l'avait déjà un peu vu face à l'Uruguay par exemple. Disons que mais après il y a quand même les Bleus ont eu quand même une avalanche de blessés. Je pense que si sur le banc t'as Marchand, Villemc et Ntamak, c'est peut-être pas déjà le même banc qui rentre. Tu vois, je pense qu'on a été touché par les blessures et Marchand il l'a dit Marchand, voilà. Et donc du coup je trouve que c'est ça aussi, on a un réservoir de niveau de joueurs de très haut niveau international qui est relativement limité. Quand on regarde aujourd'hui les deux piliers qui rentrent, Wardy et à Deguerry, ça reste limité pour le niveau international. Donc en fait je pense que c'est au-delà de Galtier, je pense que c'est la qualité des joueurs, les mecs qui sont à 200%, ils n'ont pas de niveau pour arriver là. Quand je vois l'entrée que fait Quagga Smith, il a été monstrueux. Il a été monstrueux et il n'y en a pas un chez nous qui a fait une entrée comme ça à Cross, il a été bon, mais pas à ce niveau-là. C'est Quagga Smith, il était incroyable. William, je t'entends acquiescer sur Quagga Smith, sur Dion Fourie, comme le disait Philippe. Oui, les rentrants sud-africains ont fait très très mal. Ils ont porté l'équipe à bout de bras. Fourie et Quagga Smith, on savait que ce serait deux poisons dans les rucks, déjà premièrement. Et c'est deux mecs surtout capables de porter le ballon. Et sur la partie coaching, bien évidemment que Erasmus ou Nieneber, là, selon qui on considère qu'ils prennent les décisions pour l'Afrique du Sud, mais a gagné ce duel avec le Stade français. On a été dans la réponse à chaque fois. Il a coaché, on a recoaché derrière. Il a eu un coup d'avance à chaque fois. Les joueurs ont fait le job de fort belle manière, mais on savait que Fourie, il allait faire 30 minutes à fond, que Smith, il allait porter 50 ballons en 20 minutes. On le savait, c'est pas nouveau, parce qu'ils le font depuis des années. Et quand on a parlé des absents, rappelons quand même qu'il était Dion Fourie. Il a eu sa première sélection à 36 ans. C'est un troisième Iniel qui jouait en Pro D2, qui avait été non conservé en top 14 et qui dépanne au talent. Donc c'est quand même en termes il n'était pas prévu pour le mondial et il finit par faire gagner son équipe un quart de finale de Coupe du Monde. Donc il y a les absents et puis il y a aussi les joueurs qui sont appelés en cours de compétition ou comment ils sont préparés aussi. La compétition et la préparation, comment on a fait pour les années. Et je pense que tactiquement, il est sûrement très très bon aussi, mais peut-être que Erasmus humainement arrive un peu à transcender ces mecs, à les concerner qu'ils jouent beaucoup ou pas beaucoup. Et c'est pas la première fois qu'il nous sort un ou deux joueurs au dernier moment qui performent à leur poste ou à un autre, mais sur son coaching ce soir il était très bon et bien sûr servi par ces joueurs qui ont fait une entrée de très bon niveau, bien sûr. Quand je parle de coaching aussi et de préparation, Rémi Dos Santos, le choix du jeu, le choix des options, on voit plusieurs fois dans le match, et d'ailleurs ça nous a coûté extrêmement cher, ces coups de pied de Liboc ou de Pollard, les deux l'ont fait, et des petites diagonales, des demi-chandelles comme dit Daniel Herrero, directement sur Louis Bielbiaré ou sur Damien Penaud. Parfois Cameron Wauki s'est trouvé, on s'est tous trouvé, toute l'équipe de France s'est trouvée sur ces petits jeux au pied là, parce qu'il y avait une idée. Et cette idée-là, elle a fait un carnage en fait. Et ça fait des semaines, des mois, des années qu'on a un problème sur les ballons hauts, sur les coups de pied dans le dos de la défense, de la couverture. C'est un des problèmes qu'on avait déjà vu à l'époque. Je me souviens que quand Melvin Jaminet était le titulaire au poste d'arrière,
on le visait très souvent sur des ballons hauts parce qu'il est pas à l'aise. Alors maintenant, il a été remplacé par Ramos, mais Penaud, Bielbiarré n'ont pas donné énormément de satisfaction sur ce secteur-là. Ils ont parfaitement préparé ce match, les Bocs. Je pense que Rassi Erasmus, dans sa compo de départ et dans ce qu'il a mis sur son banc, il avait complètement préparé son coup avec une première période peut-être pour nous fatiguer aussi et un banc en mode rouleau compresseur avec des deux Clerc, avec Pollard qui terminait le travail face à une équipe qui n'avait pas d'idée et a eu des rentrants un peu en difficulté. Moi je pense que oui, la question de base c'était est-ce que Fabien Galtier c'est imputable, ça l'est toujours un petit peu, mais c'est surtout Erasmus et les Sud-Africains qui ont parfaitement tactiquement préparé cette rencontre. Est-ce que cette défaite, et ce sera la question que je te poserai pour terminer ton intervention, Vincent de Perpignan, cette défaite là comme ça, qu'elle signe un peu un coup d'arrêt dans le projet Fabien Galtier, ou c'est qu'une étape vers 2027? C'est dur à dire parce que je pense que en fait là où je me dis que c'est qu'une étape, c'est parce qu'on voit nos Bleus champions du monde il y a 3 mois, et je me dis qu'il y a quand même de belles générations qui arrivent, et que malgré tout on aura la possibilité d'avoir encore une équipe de France ultra compétitive dans les 10 ans qui arrivent. Ça, j'en ai aucun souci. Après, dire que une étape de 2027, en 2027 les Bocs ils seront toujours aussi énormes, les Blacks seront toujours aussi énormes, et ce sera toujours aussi compliqué les champions du monde. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, il te manque, peut-être que Bielbiarré il est un peu léger à ce niveau-là, il te manque un banc qui est un peu léger. Je pense que si tu veux être champion du monde, il faut être solide, il faut avoir 30 joueurs vraiment de très haut niveau, et aujourd'hui peut-être que t'en as peut-être que 17-18, et c'est ça le problème peut-être de l'équipe de France. Donc si on veut arriver à être champion du monde, il faut arriver peut-être à avoir un groupe beaucoup plus dense en termes de quantité, et en fait peut-être la préparation physique, tout le monde sait on va dire régalé à dire on a fait une prépa physique de fou. En attendant, on a pété 3 mecs, et c'est peut-être les 3 mecs qui nous manquent aujourd'hui en quart de finale. Donc 3 ou 4 ou plus, mais voilà, je pense que c'est ça qui est un peu dommage comme coup d'arrêt. C'est ça que moi qui me fait le plus mal, c'est de me dire que on avait quand même une belle génération, et il faut espérer que celle qui arrive, celle qui a été championne du monde, va pouvoir prendre, je vais pas dire le relais parce qu'ils sont pas vieux nos gars, mais bon. Après Antonio il est vieux, on a quand même 2-3 mecs qui commençaient à avoir... C'était probablement le dernier match international de Mini Antonio. Merci beaucoup Vincent d'avoir été avec nous, et bonne saison du côté de Perpignan. On reste avec William et on accueille Jérémy de Tahiti. Salut Jérémy. Salut les gars, salut. La journée va être très longue là, je vous le dis. Oui, parce qu'à Tahiti il est quelle heure là, Jérémy? Il est 11h30, il y a le temps de cogiter là. Ah oui, là il y a le temps de cogiter. Très effectivement. mauvais lundi matin, va te recoucher. Ouais, oui, mais il est dimanche matin à Tahiti, donc je veux dire, c'est la fin de la semaine, ça pique. Est-ce que cette défaite, elle fait aussi mal que, par exemple, la finale 2011? Est-ce qu'on peut la comparer dans le degré des douleurs? Pour moi, non. Enfin, oui, ça reste quand même une défaite marquante, mais j'avais tellement la sensation que c'était cette génération, que c'était ce moment, c'était leur histoire, quoi. En fait, on ne pouvait pas leur enlever. En 2011, tu te dis, c'est un petit hold-up dans le sens où, à la base, on n'est même pas censé sortir des poules et on va en finale et c'est la belle histoire. Là, tu te dis, on s'arrête en quart, ça me paraît inimaginable, tu vois, j'arrive pas encore à réaliser ce qui se passe, mais c'était tellement, tu vois, des mecs qui avaient été champions du monde du vin, tu te dis, c'est la continuité, on est en France, c'est le destin, quoi. Et en fait, ce soir, tu te prends une énorme claque. Ouais, cette claque, elle fait très mal. Philippe. Ouais, non, je pense rapidement, c'est vrai que en fait, ce scénario, cette Coupe du Monde ici, le fait que l'équipe de France performe ces dernières années, elle nous a fait occulter quelques petits points importants. Parce qu'en effet, il y a une belle génération moins de 20, mais ces joueurs qui étaient là aujourd'hui, pour la plupart d'entre eux, ils postuleront dans 4 ans. Parce que j'en parlais avec des membres du staff il y a déjà un an et demi, et je tairai les noms. Mais ils me disaient quelque part, c'est un peu dommage que le focus soit mis maintenant et qu'on attende l'équipe de France au rendez-vous maintenant, parce que le vrai moment, le vrai pic pour cette génération, il sera en 2027. Parce que je le répète, mais ces grandes équipes, les donc All c'est Blacks qu'une étape vers 2027 pour toi?
Je pense que c'est qu'une étape pour 2027. Regarde les équipes qui. Julien est déjà pas d'accord, donc on va pouvoir en débattre. Non mais les grandes équipes qui ont été au rendez-vous là pour l'instant, là maintenant qu'on est rentré dans les phases finales, les Blacks et les Sudaf, ils ont combien de mecs à 60 sélections sur le terrain? Combien dans le 15 de départ? Oui, mais il y a une contre-lecture à ça aussi. Les Sud-Africains en 2015, ils sont catastrophiques en Angleterre, et derrière ils sont champions du monde en 2019, tu vois. Non mais c'est pas du tout une contre-lecture, c'est que les mecs ont pris 4 ans d'expérience. Ouais, donc cette défaite-là qu'ils ont subie en 2015, ça les a forgés pour 2019. Est-ce que la défaite d'aujourd'hui peut nous forger pour 2027, Julien Thomas? Il faut. Elle va nous forcément. Il faut s'en servir, ça c'est clair. Quand tu es compétiteur et que tu fais un sport de haut niveau, il faut t'en rappeler et puis s'en servir et puis te motiver même avec ça s'il le faut. Par contre, oui, ils étaient tellement attendus, il y avait tellement les projecteurs sur cette équipe de France, il y avait tellement ce scénario parfait et à la fois en plus en France que c'était impossible qu'aujourd'hui ils perdent en quart. Après, pour moi, à chaque fois, on dit oui, il valait mieux qu'ils perdent de 15 points plutôt que d'un point. Il valait mieux qu'ils perdent la finale. C'est perdu. Que tu perdes d'un point, 15 points. Je préfère perdre en finale, c'est plus dur, ça c'est sûr. Mais t'es arrivé jusqu'au bout. Là, tu perds en quart, t'es dégoûté quoi. Premier match à élimination directe quoi. Premier match à l'élimination, tu rentres dans la comme en 2019, au final, le résultat est le même. Des grandes nations, 2015 aussi. tu rentres, ça fait mal quoi. C'est ce côté-là qui leur fait mal. Par contre, c'est vrai qu'on est une équipe de France jeune. C'est vrai qu'il y en a 95%, s'ils excellent encore, seront dans le pool pareil. Et alors qu'il y a beaucoup de nations qui vont reconstruire quand même leur effectif, qui vont reconstruire avec des jeunes par rapport à leur effectif qui était vieillissant et qui partent à la retraite d'ici là. Donc nous on a cette faculté, cette chance-là, c'est vrai. Maintenant, quand il y a ce projet de Coupe du Monde en France et que tu as un objectif, que tu annonces que tu veux être champion du monde en plus, tu te dis pas, mais finalement c'était pour 2027. Voilà, ils ont acheté dans la colle, terminé. Alors TF1 là pour le coup a ouvert la boîte de Pandore à l'instant puisque TF1 vient de montrer qui change le match. TF1 vient de montrer que Colby est parti avant que Thomas Ramos ne s'élance pour la transformation. Alors après, je me dis qu'elle serait passée. Rien ne nous dit qu'elle serait passée. Qu'il se fasse contrer parce qu'il était loin quand même de la ligne d'un but. En fait, moi, l'impression que j'ai, c'est que sur le tout premier, mais demi-pas de Ramos qui en fait se replace un petit peu, Colby part et il joue sur la règle en fait c'est à partir du moment où le botteur part que tu as le droit d'accélérer. Pour moi, ça peut être jugé défavorablement à Colby comme c'est passé, mais on est vraiment sur la règle et on sait que sur ce genre d'action, tu as quand même très peu de visionnage vidéo et les arbitres ils sont focalisés sur le botteur, donc c'est très compliqué. William, avant de te libérer, est-ce que c'était donc une étape vers 2027 ou pour toi le coup là est quand même plus dur à encaisser pour le mandat Galtier? Je pense extrêmement dur à encaisser. Non, qu'on nous enseigne pas en nous parlant de 2027. C'était la première fois, on en avait parlé avant du tournoi en Australie, on avait dit on va en Australie pour gagner la tournée. C'était la première fois depuis 15 ans qu'on se déplaçait en hémisphère en disant on veut gagner les 3 matchs. On était heureux depuis 4 ans, on avait ce côté plutôt dominant qu'on avait perdu, on commençait à assumer nos positions. On a plusieurs équipes, l'Australie, le Pays de Galles, des équipes qui nous réussissent plutôt mal en Coupe du Monde et qui marchent à côté de leur pompe en 2023. Mais c'était maintenant, on est chez nous, on organise l'événement, on nous explique qu'on va être champion du monde depuis 4 ans. Et là, on passe à la trappe en quart de finale, c'est tout ce qu'on retient, que ce soit l'Afrique du Sud ou une autre équipe. Non, je vois pas qu'une étape, bien sûr. C'est des grands professionnels, ils vont utiliser ça comme une étape pour rebondir avec l'effectif, des nouveaux qui arriveront, certains qui vont rester. Mais c'est quand même un échec majeur, sorti de notre Coupe du Monde en quart de finale, au très très haut niveau. C'est ce qui est regardé dans un premier temps, le résultat. Et le résultat est loin, très très loin de ce qu'on espérait et de ce qu'on nous annonçait.
Merci beaucoup William d'avoir été avec nous sur Sud Radio. La déception est grande effectivement ce soir, mais le constat est clair de ta part William. Tu es toujours le bienvenu sur Sud Radio, la radio du rugby. On accueille David. David, tu nous appelles de quel coin? Bonsoir David. Ouais, bonsoir, de Saint-Gaudens dans le Comminges. Saint-Gaudens, c'est un très bel endroit. Qu'est-ce qui domine chez toi ce soir, David? On est avec toi, on est avec Julien Thomas, avec Philippe Spanguer, avec Rémi Dos Santos et avec un autre auditeur, Jérémy, de Tahiti. Ouais, de la déception et puis de la colère, mais de la colère qui va un peu vers le corps arbitral, mais bon, ça on va arrêter de tourner autour de ça, je pense. Et de la colère envers certains cadres qui ce soir malheureusement n'ont pas répondu présent. Je pense à Ficou, je pense à Penaud, bon Thomas Ramos on va pas l'accabler, mais ça n'a pas été un super Ramos ce soir. Donc voilà, donc on est passé à côté d'un match, comme disait la personne juste avant moi, oui. Dans quelques instants sur Sud Radio, on est en direct. Fabien Galtier en conférence de presse du côté du Stade de France. Quentin me donnera le top quand le sélectionneur de l'équipe de France va s'exprimer. C'est dans quelques instants. Alors, on lui pose une question en anglais là actuellement. Donc première question en anglais, hein, c'est un peu dur pour une question en français. D'accord. Et je crois qu'il y a eu un petit craquage à la fin, si je dis pas de bêtises. Ah. Un petit craquage, dans quel sens, Quentin? Je sais pas, je crois qu'il s'est un peu trop ému, quoi. D'accord. Okay. Il s'est arrêté de parler assez vite. Et il répond là. 7-0. On écoute Fabien Galtier. Et quand Tibet coupe la trajectoire du ballon, c'est un temps très fort pour nous. Donc conclu. Après, au lieu de faire peut-être 12 points ou 14 points, ça fait quelques temps après 16-7, ce sont des faits de jeu. Je pense aussi sur notre grande avancée sous les poteaux en fin de match. L'on sort beaucoup plus vite, disponible. On finit l'action différemment. Je m'excuse, j'ai un écho. Donc ensuite, il y a pas mal de moments quand Antoine n'arrive pas à transmettre un ballon précisément. Il y a des faits de jeu qui les ont accumulés aux autres. Alors le son est pas parfait, hein, vous l'avez compris du côté du Stade de France, mais ce que relève en premier, il a pas très envie de parler, mais quand même ce qu'il relève en premier lieu, Fabien Galtier, c'est des problèmes d'arbitrage. Est-ce qu'on se voile pas un peu la face là, David de Saint-Gaudens? Et je donnerai la parole ensuite à Jérémy de Tahiti. David. Ouais, alors bon aussi des erreurs d'arbitrage, il y en a des erreurs d'arbitrage, on pourra en relever plein, mais bon, on passe 10 minutes en supériorité numérique et là pour le coup l'arbitre était avec nous, donc je suis d'accord. Donc voilà, et après comme je le disais, on a des cadres qui ont été défaillants. Gaël Ficou ce soir a été transparent. Penaud nous a fait du Penaud, mais avec le mauvais côté du Penaud. Donc voilà, bon, et Thomas Ramos, on va pas l'accabler, mais ça n'a pas été le grand Ramos habituel. Donc oui, l'arbitrage, oui, il y a des fautes, il y a des erreurs qui nous coûtent peut-être le match. L'en avant volontaire, on va dire, chez les HTBS par exemple. Mais bon, moi, on passe 10 minutes à la supériorité numérique, on n'est pas capable de leur mettre un point, quoi. Donc c'est ça qui est dramatique. Effectivement. Est-ce qu'il se trompe pas? Est-ce que c'est normal que le sélectionneur de l'équipe de France attaque son analyse par des problèmes d'arbitrage? Et Jérémy, est-ce que on comprend les dires de Fabien Galtier? J'aimerais pas être à sa place aujourd'hui, tu vois. Je pense que ça va être compliqué, mais il a l'air vraiment atteint là, tu vois, dans ces mots là, ça a l'air un peu haché. Enfin bon, bref. Moi, l'arbitrage, tu vois, sur l'instant pendant le match, t'as du mal parce que forcément, quand t'encourages ton équipe, tu vois les choses, tu cries et tout ça, mais a posteriori, tu te dis, tu fais une entame qui est quand même pas dégueulasse, tu portes le ballon, t'es dangereux plusieurs fois proche des lignes. Et résultat, t'es quand même avec 2 voire 3 essais encaissés rapidement.
Ça c'est dur, tu vois. Enfin, il y a eu des. Bon, on n'a pas eu de chance aussi sur certains contres, ils ont tous les ballons, etc. Ça paraissait fou. Mais d'ailleurs, justement, Jérémy, je te coupe. Question à l'instant pour Antoine Dupont. Qu'avez-vous pensé de l'arbitrage de Monsieur O'Keefe? Et vous en avez pensé quoi? Répond le capitaine de l'équipe de France. Je ne suis pas sûr que l'arbitrage ait été au niveau aujourd'hui. Non mais là Philippe, moi je suis désolé, on est en train de se tromper de débat là. On est en train de taper sur l'arbitrage, mais il y a d'autres éléments d'explication de cette défaite de l'équipe de France. Me dites pas aujourd'hui que c'est que l'arbitrage qui est la seule explication de l'élimination en quart de finale de cette Coupe du Monde. C'est pas possible. Non, je pense qu'on est en train de se pas Antoine Dupont, s'il vous plaît, pas lui. Après là c'est à chaud. Je pense que la déception. Oui mais mince, il doit pas. Non mais je suis d'accord, ils doivent pas. Mais je crois que pour évoluer, pour que cette défaite serve vraiment à faire qu'on soit prêt dans 4 ans, puisque c'est bien ça l'objectif, il faut être capable d'être lucide et de faire les bonnes analyses. Et si on se focalise sur l'arbitrage, on se trompe. Il faut être honnête. Il y a plein de choses à dire, il y a plein de faits de jeu, mais comme l'a dit l'auditeur qui est avec nous, on joue en supériorité numérique sans être capable de marquer, on perd ce match sur des défaillances aussi qui nous incombent. Il faut savoir être lucide et se dire les choses. J'espère que dès demain, moi je suis très déçu de cette sortie, pour être honnête. Mais dans le fond de cette sortie, notamment de Fabien Galtier, les premières phrases, il laisse en suspens bien sûr l'arbitrage, sans le nommer véritablement, mais il laisse en suspens quand même. C'est la première fois qu'il parle comme ça un petit peu. Moi j'avais jamais entendu Antoine Dupont parler ainsi. Non mais que Fabien parlait de ses joueurs, il dit si sous les poteaux là ce ruck qui sort plus vite, gros, et en plus il regarde Dupont à côté, genre ça avait collé au ballon et que le ballon sorte plus vite, on aurait bien essayé. Au-delà d'en plus peut-être l'arbitrage qui a pas sifflé les Sudaf qui étaient hors jeu. Mais il a sorti deux, trois phrases que mine de rien c'était une petite pique à ses joueurs, hein. Et c'est rare que comme ça ils mettent un petit tir. Oui, non, mais moi je suis quand même très surpris. Rémi Dos Santos, on suit les joueurs de l'équipe de France depuis des années, pas loin d'une dizaine d'années. Est-ce que tu comprends moi je suis très surpris de voir Antoine Dupont réagir comme ça sur l'arbitrage, mais pas seulement, Fabien Galtier aussi. Comme le disaient Julien et Philippe, je pense que c'est à chaud. Et il y a eu quelques décisions qui ne vont pas dans le sens de l'équipe de France et qui font très mal. Je pense que là, on est sûr. Il y avait tellement de pression, il y avait tellement d'attentes, il y avait tellement d'envie d'aller au bout sur cette Coupe du Monde que je pense que là il y a peut-être un petit peu de frustration qui ressort. Il y a vraiment, je pense, le côté on a perdu en quart de finale de notre Coupe du Monde d'1 point face à un adversaire qui n'a pas été moins bon, mais qui semblait un ton en dessous, en tout cas avant le match. Voilà, je pense qu'il y a de la frustration plus qu'autre chose, surtout qu'Antoine Dupont, il s'est battu, il a tout donné pour jouer ce match. Il n'a pas fait un très grand match, mais voilà, donc je pense qu'il y a un petit peu. Je pense que c'est beaucoup de frustration, avant tout. Ouais, cette frustration, moi je peux la comprendre. Après, on a un devoir d'exemplarité, on a un devoir de dignité, et je suis pas sûr que attaquer l'arbitrage de Ben O'Keefe, bien sûr, oui, c'est pas toujours simple, mais c'est leur travail en fait. C'est vrai. Ils représentent la France et le rugby français, et là ils mettent tout le monde dans le même paquet. Je suis pas sûr que ce soit vraiment une bonne chose. Pour aller sur la suite, parce que parlons quand même. Parlons de la suite très rapidement, un petit tour de table avant de devoir se quitter. Cette équipe de France là, qu'est-ce qu'elle doit changer immédiatement pour renclencher la marche en avant vers 2027? Jérémy, il nous reste 2 minutes. Là tu me poses la question à 1 million. Franchement, déjà c'est se poser, réfléchir, revoir le match et peut-être constater que en effet c'est pas que l'arbitrage et qu'il faut continuer le plan de jeu et gagner en maturité surtout. Gagner en maturité, je pense. Et une information, on parle de l'avenir, l'information vient de tomber.
de la part d'Antoine Mazère qui est auprès de l'équipe de France. Fin de carrière internationale pour Antoine Dupont pardon, oh là, non, pour Winnie Antonio. Là c'était breaking news. Non. Je voulais changer quelque chose pour l'avenir, c'est fait. Je me mets un carton bleu là. Vous me voyez pas, mais je vous promets, je me mets un carton bleu. Fin de carrière internationale pour Winnie Antonio, c'était attendu, et pour Romain Taofi-Fenois, c'était plus ou moins attendu aussi. Les deux joueurs les plus âgés de cette équipe de France. Voilà, maintenant la suite, la jeunesse et reconstruire. Le mot de la fin pour toi, Philippe Spanghero. Tu es impliqué dans la Fédération française de rugby. Il va y avoir beaucoup de sujets à venir. Et on aura beaucoup le temps d'en parler dès que ça reprendra le top 14. Mais voilà, maintenant il faut regarder vers l'avenir. Le match s'est terminé. Ouais, je suis très triste pour ça parce que c'est vrai que là, il va y avoir quand même un coup d'arrêt fort dans l'engouement du pays pour cette Coupe du Monde. On est très fiers de nos Bleus, va falloir surfer là-dessus. On a de belles têtes d'affiche et il va falloir réussir à capitaliser dessus. On a besoin de retrouver des licenciés et on a besoin de retrouver une dynamique. Je pense que la chose est amorcée, mais c'est quand même cruel que ça se termine comme ça. Et ouais. C'est cruel, c'est comme ça, Julien Thomas. Exactement, c'est que du sport. Fin de carrière internationale pour Winnie Antonio, pour Romain Taofi-Fenois, et fin de Coupe du Monde pour l'équipe de France. Mais c'est pas terminé sur Sud Radio, on sera là jusqu'au bout, du moment où que le sport existe, on sera là à Sud Radio. Ce sport est somptueux et il continuera de vivre sur nos antennes jusqu'à la fin de la Coupe du Monde, jusqu'à la fin du top 14. La Coupe du Monde va continuer avec les demi-finales, donc Nouvelle-Zélande, Argentine et Angleterre. Afrique du Sud, ce sera la semaine prochaine sur Sud Radio. Bonne soirée à tous. Soignez vos plaies, soignez vos cœurs. Et on se retrouve dès demain pour continuer de parler de rugby. Belle soirée à tous.